Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christelle Mabille, qui a travaillé plus de 20 ans en banque, monté 3 boîtes, présidé une association nationale, bref, un parcours d'entrepreneur, bien expérimenté, bien ancré et pourtant, à un moment donné, elle a vécu un infarctus et cet épisode, de podcast avec Christelle, c'est vraiment une plongée dans un sujet qu'on aborde peu, finalement, ce que le corps, encaisse, subit pendant que la tête court après, la réussite, enfin, en tout cas, la pseudo-réussite. Bonjour Christelle. Bonjour Lola, merci de m'avoir invitée. Beh, avec grand plaisir et avant qu'on commence, voilà, j'ai introduit brièvement, le décor, mais est-ce que, tu pourrais, te présenter, nous dire ce que tu as fait, dans ton ancienne carrière et ce que tu fais, aujourd'hui? Alors, je suis Christelle Molin-Mabille, je dis que je suis une ancienne banquière reconvertie. Donc j'ai fait 20 ans de banque, principalement dans le réseau, mais aussi dans tout ce qui est back office et formation. Donc ce qui fait que je comprends à peu près toute la chaîne du monde bancaire. Et après, j'ai créé ma première boîte, en 2000, je sais plus, 2014. Après avoir quitté la banque en 2010 en fait, et depuis 2020, depuis l'année dernière, j'ai créé la Clique des entrepreneuses. Donc en fait, je travaille depuis toujours dans l'intermédiation financière et donc l'argent et ben, c'est un peu mon dada. Ouais, bah, c'est sûr qu'avec une carrière, aussi longue dans la banque, on garde des traces, on va dire. On garde quelques traces, oui. Et donc du coup, aujourd'hui, tu es, à la tête de la clique des entrepreneuses. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi, exactement la mission de ce programme ou en tout cas de ce réseau? Qu'est-ce que tu y transmets finalement? Alors en fait, j'y transmets pas grand-chose. La Clique des entrepreneuses, j'ai créé un espace où les entrepreneuses peuvent venir se rencontrer, peuvent venir déposer en fait ce qu'elles ont envie de déposer. Je vais super bien, je vais pas bien, j'ai un doute, j'ai quelque chose que j'aimerais déposer, mais je ne sais pas quoi en faire. Donc c'est plutôt, un 3 rendez-vous par semaine et qui ont pas de suivi, qui ont pas de on part pas d'un point A à un point Z, on fait pas de parcours. En fait, on vient juste pendant ces 3 rendez-vous, si on a envie d'y venir, pour pouvoir déposer ce qu'on a envie d'y déposer à ce moment-là. Je travaille avec les 8 piliers entrepreneuriaux que j'ai identifiés et en fait, on va traverser ces 8 piliers entrepreneuriaux régulièrement. OK, donc c'est vraiment un espace, j'allais dire une safe place que tu as créé pour les entrepreneurs au féminin. Voilà, En c'est tant comme qu'entrepreneuse, alors je sais pas si on dit entrepreneur, c'était un vrai débat, au ouais, départ quand j'ai c'est choisi bon. voilà, mais j'ai positionné entrepreneuse. C'est pas un débat qu'on va avoir aujourd'hui, Non. mais en tout cas, on a compris que c'était vraiment finalement un peu un cercle de femmes. C'est quoi parce que là, c'est par simple curiosité, c'est quoi un peu les problématiques, les difficultés qu'on t'adresse le plus souvent? Tu vois, qu'on évoque le plus souvent? Alors, ça va être, le fait alors, ma cible, c'est les femmes entrepreneuses qui sont seules. Donc la première re chose, c'est la solitude. En fait, c'est pas la solitude parce qu'on se sent seul, mais on se sent seul dans les décisions, dans la stratégie, dans qu'est-ce qu'on pense de mon offre? Dans comment je vais pouvoir vendre ça? Quelle posture je peux avoir? Voilà, on se sent seul là-dedans. Mais les principales questions, c'est aussi tout ce qui est l'aspect financier. Comment je me rémunère? Comment je vais arriver au niveau de rémunération que j'ai envie d'arriver? Hem, Ça va être, par exemple hier, notamment lors d'une séance, on a travaillé sur une personne, une entrepreneuse qui doute et qui prenait ça plutôt comme, un défaut, quelque chose qui n'allait pas bien, alors qu'en fait le doute, c'est une très belle force. Donc c'est de transformer en fait ce qu'elle pense en quelque chose de plutôt positif et surtout de remettre à leur place la bonne posture de femme entrepreneur et d'avancer dans leur aventure. Quand on est une femme dans le milieu entrepreneurial, c'est vrai qu'on a beaucoup ces modèles, soit de la girl boss, qui fait des millions, soit finalement des modèles plutôt masculins, Mmh. et que enfin, je me rappelle à moi, à mes débuts, je me suis fait accompagner aussi et toutes ces questions de légitimité, de combien je peux facturer et comment je facture et comment j'aborde les choses et c'est, un sacré tourbillon et c'est des choses qu'on malheureusement, enfin, en tout cas, moi, je trouve que malheureusement, on n'apprend pas à l'école et justement, quand tu dis alors toi, tu les appelles les cliquettes. Moi, j'adore ce nom. Heu, tu abordes souvent le sujet, de l'argent, avec elles de manière très concrète.
Et tu dirais que c'est quoi, finalement, la vraie place que prend l'argent dans leur quotidien? Alors en fait, en fond, il est là à 100 tout le temps, Tout le temps. permanence et d'ailleurs qu'on soit entrepreneuse, salariée, retraitée, peu importe. L'argent est toujours au fond derrière. Il faut pas oublier que quand on est entrepreneuse, le modèle entrepreneurial, il est masculin parce que historiquement, bah, c'est les hommes qui entreprenaient, c'est les hommes qui travaillaient, c'est eux qui rapportaient l'argent, au foyer. Quand on est entrepreneuse et ben, on a une double casquette. On a la casquette de femme, d'épouse, de sœur, de mère, enfin voilà, son statut de femme classique et le statut d'entrepreneuse à rapporter de l'argent. Il faut savoir quand même que dans le monde aujourd'hui, sur 10 entrepreneurs, il y a 3 femmes et sur les 3 femmes, statistiquement, il y en a moins d'une qui se paye correctement, qui se rémunère correctement. Donc avec l'étiquette, c'est un sujet qui revient systématiquement. La base, c'est d'avoir un business aligné, donc c'est de faire ce qu'on a envie de faire, ce pourquoi on est faite, ce qui nous plaît à ce moment-là, parce que, bah, on a des cycles, ça nous plaît pas toujours, mais en tout cas, ce qu'on a envie de vendre à ce moment-là, ce qu'on a envie de proposer, ce qu'on a envie de d'apporter à nos clientes et à nos clients. Sans oublier qu'il faut que ça rapporte de l'argent. Il faut que ça permette de vivre décemment. Et le mot «décemment», je vais me permettre juste de faire un petit aparté là-dessus. Dis-moi. Le mot «décemment», il y a pas de règle. En fait, on voit aujourd'hui beaucoup de choses sur les réseaux, comment faire 10 K. Alors déjà 10 K de chiffre d'affaires, ça veut rien dire. Moi, ce que j'aime bien, c'est le résultat net et surtout, même au-delà du résultat net, c'est combien je me paye. Ça, c'est important. Au-delà d'avoir une boîte qui fonctionne, ça, c'est la base aussi. Mais en fait, c'est de savoir ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'on a été élevé un peu avec le modèle princesse, prince charmant, princesse et quand on rentre dans le monde de l'entrepreneuriat, on est attiré par le modèle girl boss, par le modèle multimillionnaire, par le modèle de tous ces gens, toutes ces personnes qu'ont créé, notamment Steve Jobs dans leur boîte dans un garage et puis qui sont devenus multimilliardaires. Mais en fait, est-ce qu'on a réellement besoin de ça? En tout cas, ça met une pression d'enfer donc vivre décemment, c'est d'abord de savoir de quoi on en a besoin, quels sont nos projets, qu'est-ce qu'on a envie de financer, quel outil argent va pouvoir permettre de faire. Oui, bah, je plus sois tes propos parce que c'est vrai que, tu vois, il y a aussi, je pense, effectivement, ces modèles-là qu'on féminin, masculin, peu importe, de réussite un peu fulgurante ou en tout cas multimilliardaire, multimillionnaire, enfin peu importe. Quand tu regardes un peu, j'en sais rien, enfin, surtout Instagram, en fait, c'est des personnes qui sont vachement poussées, soit parce qu'elles ont du budget pub, soit parce que l'algorithme les pousse. Mais du coup, c'est vrai que quand on est, baby entrepreneur et qu'on se lance, ben, finalement, pour nous, enfin, quand on débute, c'est un peu la norme. C'est si tu arrives pas à faire ça, bah, en fait, tu es «nul» entre guillemets, je mets des guillemets, mais, tu es moins bien qu'eux. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, ce qui fait que, bah, ça nous pousse, à faire toujours plus, à nous mettre en difficulté, à la fois sur le perso et puis même émotionnellement parlant et puis sur notre santé, mentale et physique. Et toi, qu'est-ce que tu leur dis? Enfin, qu'est-ce que tu vois, en termes de posture, en termes de justement, tu dis se rémunérer décemment. Est-ce que tu les aides justement à calculer, combien j'ai besoin pour vivre, tu vois? Et de venir, ajuster leur prix en fonction de ça? Alors, une des premières choses qu'on va faire si nécessaire, hein, puisque en fait, toutes celles qui viennent n'ont pas forcément besoin, par exemple, qu'on travaille sur leur offre, mais automatiquement, on va la revoir. L'idée, c'est que à un moment donné, il y a ça qui se pose et on va surtout travailler sur combien de temps tu mets pour répondre à une offre et combien ça te rapporte. Donc en fait, il y a toujours à un moment donné une offre qui va l'offre qui va arriver. Donc l'idée, c'est de calculer quel est leur point mort, quel temps elles doivent mettre dans une offre, quel prix elles doivent avoir pour qu'elles puissent se rémunérer. Donc la base, c'est de savoir combien tu veux, toi, tous les mois, pour pouvoir vivre. Donc avant toute chose, il faut déjà travailler sur son perso. Et ça, c'est pas vraiment mon sujet, même si on va l'aborder quand même de la même manière. Mais en fait, c'est de plutôt partir dans l'autre sens. Donc, je veux tant, en sachant que dès le premier mois, on va pas gagner 10 000, hein, et que est-ce que 10 000 on en a vraiment besoin? Est-ce que déjà se fixer 3 000 ou 4 000 ou même 2 500? Il y a des personnes qui, avec 2 000 €, ça va très bien aussi parce que
Elles ont une vie avant, parce qu'elles ont une maison qui est déjà payée ou elles ont des besoins qui sont pas les mêmes que tout le monde. Tout est OK et en fait, c'est de savoir quelle offre on met en face avec ce qu'elles ont envie de vendre, hein, évidemment, ce qu'elles ont envie de proposer pour que ça puisse répondre à ça et donc en fait, on va aller travailler tous les différents chiffres. Alors là, je vais pas te détailler exactement ce qu'on va travailler, mais on va plutôt travailler une posture. Une chose que je me suis vraiment aperçue chez les, cliquettes et chez les entrepreneuses de façon générale, hein, pas forcément que chez les cliquettes. Surtout alors moi, je travaille avec des femmes qui ont une certaine maturité entrepreneuriale et une certaine maturité. C'est vrai que dans mes cliquettes, j'ai pas de personnes qui démarrent, qui ont 20 ans, par exemple. J'ai plutôt des femmes qui ont déjà travaillé en tant que salariées et qui sont devenues entrepreneuses, donc qui ont eu une phase de reconversion et ben, en fait, elles sont toujours dans cette, posture un peu de subordination et quand on est dans une posture de subordination et ben, on peut pas vendre, on peut pas proposer, on peut pas prospecter de la bonne manière. On peut pas avoir, en fait, un entretien avec une potentielle cliente ou un potentiel client à un niveau enfin, c'est pas Ouais, identique, mais à même niveau, à niveau égal, en tout cas. ouais, d'égal à égal. Mais on sent là tous tes propos que tu nous partages, que ça sent le vécu, moi j'ai envie d'aller creuser un peu ce vécu. Parce qu'on je l'ai dit dans l'intro, tu viens du monde de la banque, tu as monté plusieurs boîtes, dirigé une association nationale, mais à un moment donné, tu as tout lâché et j'aimerais bien qu'on creuse, si tu le veux bien, le pourquoi justement, tu as tout lâché. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour toi, pour que, tu mettes un stop à tout ça? Et ben, en fait, c'est mon corps qui a dit: «Stop», réellement. Donc j'ai fait un infarctus, le matin où je devais partir en vacances pour les vacances de Noël. Nous allions prendre la route et j'ai regardé mon époux et je lui ai dit: «Il y a un truc qui va pas là» et ça faisait déjà 2 jours que je me sentais très, très angoissée, mais pas comme une angoisse que je ne connaissais pas, en fait. Vraiment, physiquement, je le ressentais dans mon corps, mais quand même, j'ai continué à finir mes dossiers, j'ai emballé mes cadeaux, tout ça. Le lendemain, je me suis préparée parce qu'évidemment, comme j'avais plusieurs activités, j'habite dans la région, du nord et j'avais dit à mon époux: «Eh ben, en fait, on va partir en voiture, on va s'arrêter à Paris. Paris, j'ai un déjeuner pro, j'ai une réunion pro, et puis après, ben, on partira sur, ma famille est en Touraine, donc dans la Touraine». Mais avant ça, j'avais aussi un rendez-vous en visio avant de partir en voiture. Donc en fait, tout était déjà bien calé, jusqu'au moment où mon corps, ben, en fait, j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas bien et je fais une petite parenthèse, surtout quand on a les signes du corps, on n'est pas habitué aux signes féminins. C'est-à-dire que, par exemple, l'infarctus féminin est pas du tout le même que l'infarctus masculin et donc en fait, j'ai pas du tout mis ce mot sur mes symptômes parce que j'avais pas mal dans le bras gauche, j'avais pas parce qu'en fait, alors ça, je l'ai appris après, on n'a pas du tout les mêmes symptômes. Donc j'ai été évidemment emmenée aux urgences, j'ai pas eu d'arrêt cardiaque, mais là, on a regardé mon cœur et on a dit: «Il y a quelques petits soucis», donc j'ai subi un triple pontage, 8 mois d'arrêt maladie et donc, bah, 8 mois d'arrêt maladie dans une boîte quand on la porte toute seule, sans chiffre d'affaires, à un moment donné, ça coince. Surtout, en fait, ce qui s'est passé, c'est, la veille de l'opération. C'est une opération courante. Il y a enfin, vraiment, voilà, mais c'est quand même une opération qui peut durer entre 3 et 4 heures et demie de temps, et il y a quand même un risque puisqu'on arrête votre cœur. On met à l'extérieur, enfin, on met pas le cœur à l'extérieur, mais on met ce qu'on appelle une circulation extracorporelle, je crois et donc en fait, bah, il y a un risque et là, bah, vous êtes là et puis vous vous dites, «Mais en fait, tout ce que j'ai fait là, est-ce que ça a vraiment un sens? Est-ce que de m'être épuisée à ce point-là, est-ce que ça a vraiment un sens?» Donc peut-être que j'aurais pu être un peu moins en arrêt maladie, mais en fait non, parce qu'il y a la réparation du corps et puis surtout quand on a des opérations comme celle-ci, quelle que soit la pathologie, hein, c'est pas forcément, l'exemple que je prends, mais en fait, en tout cas quand c'est grave comme ça, votre corps il a besoin de temps pour se réparer. Donc le cognitif, il vient après. D'abord, il répare le corporel parce qu'en fait, bah, votre corps, il a besoin de vivre et donc en fait, il va d'abord réparer. Donc, il y a un temps pour tout et en fait, ben, 8 mois, c'était même le minimum et peut-être qu'à aujourd'hui, j'aurais pris un peu plus de temps pour avoir le cognitif qui était à 100 derrière et en fait, ça fait réfléchir et ça se dit: «Est-ce que je recommence? Est-ce que je refais ça? Est-ce que ça vaut le coup, en fait?»
de s'épuiser comme ça pour qu'à un moment donné, ben, ton véhicule, qui est ton corps, te dise stop et que peut-être la prochaine fois, il dira vraiment stop. Donc en fait, si je ça fait basculer quand même sur d'autres choses. Donc j'ai pris une décision radicale. J'ai fermé mes 2 boîtes, j'ai démissionné de la présidence et j'ai réfléchi. Donc je suis pas repartie dans le salariat pendant 8 mois. Bon, c'était pas pour moi, c'est sûr, mais ça m'a permis de réfléchir et de repositionner, en fait, ce que j'avais vraiment envie et qu'en fait, était une idée que j'avais depuis très, très, très longtemps et qui était juste, un peu, un peu loin, donc fallait qu'elle revienne. J'ai des enfin, en t'écoutant parler, je j'avais des frissons, mais enfin, il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir, mais c'est vrai que c'est assez fou de se dire, tu prépares les enfin, tu pars en vacances de Noël, donc un truc hyper positif, mais en fait, tu cales une visio avant et puis tu as un déj et puis tu as une autre réunion, enfin tout est tu vois, un peu cette image de, la «girl boss» entre guillemets qui en fait a tout planifié, tout millimétré, tout nickel pour, assurer ses j'allais dire ses responsabilités ou les ouais, ce qu'elle s'impose pour, réussir, pour cette fameuse, ouais, réussite, entrepreneuriale, et le stop après quoi, donc c'est ouais, c'est violent et pour avoir vécu aussi des moments de bascule comme ça où il y a un avant, un après, ben, tu te dis: «Est-ce que ça vaut vraiment le coup de perdre la santé mentale ou physique?» Tu vois? Pour ça, hein et le ça, c'est, le pro. Et du coup, donc tu as mis combien de temps en fait entre, donc tu as dit l'infarctus à Noël, 8 mois d'arrêt, 8 mois, tu es retourné dans le salariat, tu te dis: «C'était plus pour toi». Hem et donc après, il y a eu combien de temps entre, tu vois, le moment où tu as quitté ton poste de salarié et la, création finalement de la clique des entrepreneuses? Il s'est passé 1 an, OK. 1 an où j'ai réfléchi. Alors, je j'arrivais à un âge où je ne savais pas exactement puisque j'ai 55 ans encore à aujourd'hui. Donc en fait, ma carrière est quand même un peu derrière moi. Elle est devant moi aussi parce que j'ai encore du temps à faire. Mais tu te poses pas les mêmes questions que quand tu as 25 ans, 30 ans ou 30 ou 40 ans même. Et là, je me suis posé la question: «Est-ce que, bah, tout simplement, je trouve pas un autre poste salarié plus cool ou et puis tu me trouves une activité un peu bénévole à côté qui va me permettre de me nourrir?» Je suis quelqu'un de très curieux qui a besoin de comprendre les choses et de connaître beaucoup de choses. Ou alors est-ce que je me relance dans l'entrepreneuriat avec cette peur de retomber dans tes travers qui t'ont mené à ce là où tu en es? Et moi, en fait, j'ai commencé à bosser, assez tôt. J'ai repris des études, pendant toute ma carrière, et en fait, pendant tout ce temps-là, il y a un fil conducteur, c'est la formation, c'est la transmission et je me suis dit: «Ben, pour une fois, ben, lance-toi». J'avais l'appui de mon époux, ça c'est extrêmement important. Et donc je me suis lancée dans la formation et donc j'ai créé un programme, je me suis fait accompagner, enfin, voilà, j'ai fait tout ça et en fait, au fur et à mesure, je me suis aperçue que c'était pas vraiment ça que j'avais envie. J'avais envie effectivement de transmettre, d'accompagner, de conseiller même, même si c'est pas tout à fait la même chose, mais en fait, pas derrière un écran, et que je vois pas les gens. J'avais envie d'être avec les personnes et c'est là où je me suis souvenue qu'en fait, j'ai toujours rêvé d'un collectif. J'ai toujours rêvé de pouvoir, parce qu'en fait, oui, alors je connais beaucoup de choses parce que j'ai l'âge, j'ai la maturité, j'ai eu un parcours de vie qui fait que, bah, je suis été obligée de connaître plein de choses. Puis je suis extrêmement curieuse, donc OK, mais en fait, je connais pas tout, loin de là et donc en fait, c'est le collectif qui fait que. C'est les paroles, par exemple, d'une cliquette qui va me dire: «Ah mais oui, mais j'avais vu ça il y a peut-être 10 ans. Ah oui, en fait, si tu le mets comme ça, tu pourrais faire». En fait, c'est ça qui fait la force de la chose et donc en fait, cette formation, elle est toujours là, elle me sert, par petits modules, mais en fait, bah, au début, c'était pas la clique, c'était un autre nom d'ailleurs dont je me souviens plus et puis petit à petit, bah, c'est le collectif qui est venu et en fait, j'ai pris une réelle décision, lorsque le jugement pour la fermeture de ma boîte principale a été fait, donc mars 2025. Et là, j'ai dit: «OK, c'est ça que je veux». J'y travaillais déjà un peu, mais j'arrivais pas vraiment à avancer. Parce que ça, la liquidation,
c'est un autre débat. J'ai fait une masterclass dessus, j'ai pas eu grand monde, c'est dommage. Parce que vraiment, c'est un vrai débat, c'est un vrai cheminement aussi, mental et psychologique. Enfin, moi, ma boîte, j'ai eu pendant 9 ans, qui m'a fait vivre, dans lequel je me suis beaucoup investie et j'étais obligée de la fermer en liquidation et donc le jugement est arrivé en mars 2025 et je crois que le jour où j'ai reçu le courrier, j'ai levé la tête et je dis: «OK, c'est bon, on peut y aller» et Ouais, là, la comme clique, elle est si, née. ouais, comme Mmh. si, en fait, finalement, ça te r enfin, tu avais un boulet au Ouais, pied, tu vois? Qui enfin, au début, c'était pas un boulet, mais qui te restait, qui t'empêchait d'avancer sur, ce à quoi tu aspirais réellement, quoi. tout à fait. Exactement. Et Donc donc voilà, 1 an, il s'est passé. ouais, mars 2025, ça a été le début Oui. de la création, en tout cas, de ce collectif. Et donc aujourd'hui, c'est, ta source de revenus principale? Enfin, en tout cas, le Non, collectif? Non? non, c'est pas encore la source de revenu principale. Ça a démarré donc, tout ce qui a été, début de communication, ce genre de choses, avril 2025 et l'ouverture réelle, juin 2025. OK. Volontairement, je l'ai fait avant l'été, donc bah, c'était 3 mois pour tester et effectivement, la clique juin 2025 et la clique septembre 2025, c'est la même chose en termes d'idées, en fait, ça a permis d'évoluer. Aujourd'hui, j'ai pas suffisamment de cliquettes pour en vivre, mais en même temps alors, l'objectif, c'est ça, on est bien d'accord, c'est de revenir à ça. Mais à côté, je fais encore des prestats dans mon ancien métier qui est donc l'intermédiation financière et ça me va bien aussi. Ça me permet de pouvoir naviguer, de voir d'autres personnes. Hem, Ça fait partie aussi de mon tempérament où j'ai un peu de mal à faire qu'une seule chose, mais en tout cas, j'essaye de la faire de façon beaucoup plus raisonnable que ce que je faisais précédemment. Il y a quand même des travers qui reviennent, qui sont pas vraiment des travers à partir du moment où on considère que c'est un fonctionnement et c'est mon fonctionnement. Quand tu dis des travers, c'est de faire plein de choses en même temps, c'est ça? Oui. Ouais. Après, bon, je c'est pas moi qui vais dire: «Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça», parce que je deal avec les mêmes travers, tu vois, au quotidien. Et je pense pas que ce soit forcément comment, un trait à corriger ou à ajuster. Je pense que c'est un équilibre à trouver entre, oui, cette envie, cette curiosité, cette envie d'apprendre, de faire, de découvrir, de rencontrer de nouvelles personnes et le soi, au sens, santé, bien-être, personnel, en fait. Tout à fait. Hem, Donc faut ajuster en fait, faut mmh, juste c'est pour ça que je parle à partir du moment où on se connaît et qu'on connaît son fonctionnement, c'est d'accepter ce fonctionnement et d'ajuster. Donc c'est pas revenir comme, bah, tu vois, dans un sanctuaire où on bouge plus, on reste comme ça, on fait qu'une activité. Non, parce qu'en fait, mentalement, c'est pas bon non plus. Donc c'est arriver à Pas trouver, du à ajuster pour pouvoir, vivre bien et vivre mieux. Ouais. Parce que est-ce que tu entre la Christelle, d'aujourd'hui et la Christelle, qui avait, 3 boîtes, qui était sur tous les fronts, on sent que voilà, il y a quand même eu une bascule, un changement avec ce que tu as traversé. Est-ce que tu penses que la Christelle «d'avant» entre guillemets, qui était un peu partout et qui, avait plein de rendez-vous et cetera, est-ce que tu penses que cette pression-là, tu te l'es mis pour, répondre à, voilà, une pseudo réussite ou un idéal de vie que tu t'étais fixé? Est-ce que j'aimerais bien t'entendre à ce sujet. Alors, je pense qu'effectivement, cette pression, je l'ai mise pour répondre à une injonction que que je pense avoir eue, pas forcément mon éducation, mais aussi sociétale. Ça fait un peu partie de tout. Pour moi, on est élevé un peu dans le modèle princesse, c'est-à-dire qu'on va rencontrer le prince charmant et on va vivre heureux avec des enfants, tout au long de sa vie, d'accord? Ça, c'est le premier mythe, qu'on a un peu cassé mais qui reste quand même, surtout les femmes, les filles sont élevées comme ça et quand on rentre dans le monde de l'entrepreneuriat, et ben, ce que je disais tout à l'heure, on rentre dans le monde où on va faire du fric, quoi. On va devenir, une multinationale avec des salariés, enfin voilà, ça va devenir une usine à gaz et ben, en fait, même si raisonnablement, on va se dire: «Bah, non, 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 ça va pas être comme ça parce que on va grossir, mais de façon, heu,
raisonnable. On va pas devenir instituteur. Alors j'ai que ça en tête pour le moment, mais c'est pas j'ai pas que cette référence, mais enfin, c'est un peu ça et en fait, malgré tout, ça met une pression. Alors il y a cette première pression d'un peu d'injonction et puis il y a la place de la femme entrepreneuse. Le modèle de l'entrepreneuriat, il est fait sur un modèle masculin. Alors, ce que je vais dire n'est absolument pas anti-masculin, anti-homme, c'est pas du tout le propos, mais c'est un fait, c'est un constat. Aujourd'hui, le modèle entrepreneurial, encore aujourd'hui, est fait sur un modèle masculin et le modèle masculin, c'est quand même malgré tout et messieurs, bah, vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, avec votre éducation aussi, c'est que, bah, ils peuvent s'investir énormément dans leur boîte puisqu'il y a normalement madame qui, à côté, s'occupe du foyer, des enfants, du planning et tout ça. Donc en fait, ils ont ça veut pas dire qu'ils font rien, mais ça veut dire qu'ils ont une part beaucoup plus importante à se consacrer à leur business et c'est très bien, c'est des modèles, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais ça veut dire quand même que malgré tout, on a inconsciemment, dans l'inconscient collectif, cette pression. Il faut qu'on réussisse, il faut qu'on s'investisse. On n'a pas le droit d'être fatigué, on doit y aller et puis, dès qu'on a une idée, il faut qu'on la mette en place et puis il faut aller chercher ci, il faut aller chercher ça, il faut prendre du client et puis Il faut. et en fait, il faut et à un moment donné, ben, en fait, non, la femme, elle est pas faite pareil. Alors Bah, déjà, même elle est cyclique, en fait. C'est-à-dire qu'un homme, il a exactement, hormonalement parlant, il est à peu près un encéphalogramme plat, tout au long du mois, sauf que, ben, en fait, une femme est cyclique, de par ses hormones, en fait. Tu vas avoir le SPM et puis après tu vas et en fait, déjà exactement, rien que ça, que notre métabolisme est complètement, différent, d'un point de vue hormonal. Donc forcément, ça crée déjà, alors je vais pas dire des inégalités, mais en tout cas des différences, des notables différences, qui font que, ben, une femme ne peut pas entreprendre comme un homme et vice versa, en fait. Et et je lisais une étude justement sur, les entrepreneurs, enfin les femmes entrepreneurs versus les hommes entrepreneurs et qui faisait justement un petit peu, ils montraient, un moi type d'une femme et un moi type d'un homme et j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir un petit peu, bah, comment tout était corrélé, en fait. Mais je te rejoins sur le fait qu'une c'est déjà, il y a les injonctions, qu'on s'impose nous, que mmh, la société impose et que, bref, des injonctions, dont on se passerait bien. Mais malheureusement, voilà, je pense qu'il y aura toujours des injonctions et c'est ap alors je vais pas dire apprendre à vivre avec parce que je suis pas d'accord de les accepter toute notre vie. Néanmoins, c'est comment, en fait, ne pas idéaliser quelque chose qui finalement ne nous rendra pas nécessairement heureuses, tu vois? Ou heureux, enfin peu importe, mais alors en fait, c'est surtout, comment les travailler pour pouvoir se les approprier. Mmh. Et donc les transformer parce que même d'une femme à une autre, c'est pas la même. On va prendre par exemple la femme qui est ménopausée, elle a toujours des cycles, mais qui sont moins visibles, mais elle a toujours des cycles. Et en fait, c'est comment les adapter en fonction de ta vie. Si tu as des enfants en bas âge, ben effectivement, encore à aujourd'hui, tu as une part la femme, elle a une part de travail supplémentaire, de fait, des enfants et en fait, c'est juste comment savoir le travailler. Et du coup, je voulais te poser, la question, Oui. aujourd'hui, c'est quoi parce qu'on voilà, il y avait la Christelle qui avait un certain, standard de réussite et aujourd'hui, c'est quoi tes nouveaux critères de réussite? Avec tout ce que tu as vécu avec, bah, tout ton parcours et notamment ton parcours au niveau santé, aujourd'hui, c'est quoi réellement ces critères-là? Alors en fait, mon critère alors déjà une chose simple, c'est qu'avant j'avais deux SAS avec des pactes d'associés, avec tout ça. Aujourd'hui, je suis en micro-entreprise Ah, et en fait on sent que rien n'est dans ta voix. ah ouais et en fait alors c aujourd'hui, il y a une obligation de comptabilité et tout ça, donc ça c'est pas le sujet, mais c'est tellement plus simple. Alors après, j'ai choisi ce statut aussi parce que je peux me permettre de choisir ce statut puisque compte tenu de mon âge, ma retraite, j'ai une carrière longue, enfin bref, j'ai pas besoin forcément d'aller chercher, heu, en tout cas pour le moment, une structure plus complexe. Ça veut pas dire que je veux m'arrêter à la micro-entreprise. On verra ce que ça donne dans le futur. Mais l'idée malgré tout, c'est de
Moi, ce que je veux, c'est être rémunérée à hauteur de mes besoins. Donc en fait, je cherche plus le 10 000 par mois. Alors si je le touche, bah, très bien, tant mieux. OK, soit. Mais c'est pas ce que je recherche. Aujourd'hui, je recherche à ce que je puisse vivre confortablement, puisse partir en vacances, que je puisse, préparer un peu plus encore ma retraite, peut-être donner de l'argent aux enfants, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, de vivre juste avec ce que j'ai besoin et pas forcément. Je n'arriverai pas dans la caste des ultra riches. Je n'arriverai même pas dans la caste des juste millionnaires, voire enfin, donc en fait, ça sert à rien de se mettre ce plancher. C'est juste ou ce plafond plutôt. C'est juste savoir ce dont on a besoin, ce dont on a envie, quels sont nos projets, se connaître et avoir une structure qui est adaptée à ça. Pour ça que quand on va je me permets parce que c'est un vrai message, quand j'entends les entrepreneuses, notamment il y en a une qui m'a dit: «Oui, on m'a dit qu'il fallait que je prenne un vrai comptable». OK. Pour quel besoin? Et puis ce comptable, il m'a dit qu'il fallait que je monte une SARL. OK, et pourquoi tu dois monter une SARL? Et est-ce que c'est vraiment ça dont tu as besoin? Est-ce que tu as fait une analyse de tes besoins financiers aujourd'hui, tes besoins en temps, ton futur? Quel est ton niveau de retraite? Tu as quel âge? Quelle est ta structure familiale, patrimonialement? En fait, de monter une boîte, contrairement à être salarié, ça engage un patrimoine, mais le patrimoine au sens large du terme. Et arrêtons, il y a eu une mode à un moment donné, c'était les SAS, les SASU ou les Ouais, SAS. j'ai été en SASU à un moment donné. Voilà, c'est la grande mode. Donc, ben, en fait, tous les comptables, alors, pardon messieurs et mesdames les comptables, il y a des gens qui sont très bien et je pense que quand ils le disent, ils y croient à ce qu'ils disent. N'empêche que arrêtons de promouvoir quelque chose sans justification. Changer de structure derrière, c'est extrêmement compliqué Et coûteux. et coûteux. Et pour les entrepreneuses et les entrepreneurs, un comptable n'est pas un conseiller stratégique. C'est un comptable. C'est-à-dire que son job, c'est de regarder dans le rétro. C'est pas de regarder ce Alors qu'il y a devant. ouais, je vais mettre juste une petite, une petite parenthèse. En fait, ça dépend du type de Ça comptable. dépend, bien C'est-à-dire sûr. que, moi, j'ai eu par le passé un comptable qui effectivement faisait uniquement, ma comptabilité. Donc, bon, bah, voilà, déclaration de TVA, les bilans annuels et ça s'arrêtait là. Et par contre, j'ai changé, de comptable et aujourd'hui, il fait évidemment, ma compta, mais il y a aussi au sein du cabinet, une partie conseil et pilotage stratégique. Et pour moi, en fait, ça dépend du besoin et de l'envie. C'est-à-dire que si tu as pas besoin et si tu as pas l'envie, forcément de grossir, bah, très bien, en fait. Enfin, il y a pas de sous-statut. Enfin, comme il y a pas de sous-métier, il y a pas de sous-statut. Mais je pense que c'est aussi avoir mais en fait, ça dépend de tellement de critères, tu vois? De l'âge, de la situation familiale, des besoins financiers, du business model. Enfin, tu vois? On peut pas faire de généralité, Non. mais ce que je veux dire, c'est que, il y a des comptables qui font aussi, du conseil stratégique, heureusement. D'ailleurs, si celles et ceux qui nous écoutent, cherchent un comptable, n'hésitez pas à m'écrire. C'est top. Je vous donnerai le nom parce que, mon Dieu, que j'entends, hein, des horreurs sur certains comptables de collègues entrepreneurs, entrepreneuses donc voilà, si jamais, voilà, je ferme la parenthèse. Et Hem, je veux juste rajouter, et effectivement, je te rejoins, pas tous les comptables, mais comme dans tout métier, c'est Mmh. pas tout le monde. C'est juste qu'il faut accepter d'avoir un budget. C'est-à-dire qu'on ne peut Oui. pas, voilà, c'est-à-dire que le budget que tu as mis aujourd'hui dans ton comptable et que tu as mis précédemment n'est pas le même et c'est parce que tes besoins sont différents. Oui. Donc c'est juste faire attention à ça et ne pas croire qu'en payant un comptable pas grand-chose, en fait, il va regarder dans le pare-brise et pas que dans le rétroviseur. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Donc pardon messieurs et mesdames les comptables. Mais non, mais on les embrasse, mais c'est juste qu'en fait, ça dépend pareil du type de structure comptable. C'est-à-dire qu'il y en a, effectivement, c'est du pas cher, donc tu as ton comptable à 90 € par mois, c'est formidable, tu payes pas cher. Par contre, tu as pas la partie conseil. Sauf que pour moi, à partir d'un moment, quand tu évolues dans l'entrepreneuriat, cette partie conseil, elle devient aussi, bah, indispensable et donc bah, c'est sûr que tu vas payer sûrement 200 € de plus, par mois. Mais en fait, tout dépend des besoins, tout dépend des besoins. Donc
Donc du coup, nouveau critère de réussite, la micro-entreprise pour, l'aspect, sérénité, facilité et cetera. Est-ce qu'il y en a d'autres aujourd'hui? Un ou 2 autres de critères? Alors le critère de réussite, c'est d'avoir du temps pour moi. Alors OK. autant faire se peut, je suis en démarrage, donc bah, faut pas se leurrer. Quand on est en démarrage, on n'est pas encore sur une semaine de 4 jours, on n'est pas à une semaine de vacances, tous les mois. C'est pas ça. Par contre, j'ai pris une décision 2026, Oula. toutes toutes les 13e semaines, il y a une semaine pour moi, juste pour moi. C'est même pas partir en vacances avec mon époux, c'est une semaine pour moi. Parce que, bah, j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça la méthode des 12 semaines pour, les objectifs et je me suis dit: «Super, dans un trimestre, il y a 13 semaines, je fais en 12 semaines et la 13e semaine, elle est que pour moi». Donc il y a pas de rendez-vous avec les cliquettes, il y a rien, il y a juste mon agenda. Ça veut pas dire que je vais pas travailler. Moi, je suis passionnée de ce que je fais donc c'est pas forcément une charge, mais en tout cas, c'est une semaine qui ne sera que pour moi où je pense que je vais partir. Ça, c'est une première chose. Donc ça, c'est des changements. Et c'est du temps, mon agenda, il est plus aussi serré qu'il était et il y a des temps qui sont, comment on dit? Que je ne peux Libre? pas retirer, qui se des Ah temps oui. libres, mais surtout des temps que je ne retire pas, c'est tout ce qui est activité physique. Ah oui. C'est en fait tous les temps qui sont pour moi aussi, parce qu'en plus ça fait partie de la santé mentale et la santé mentale, ça permet qu'on soit en meilleure forme pour maintenir sa boîte. Mmh. Donc voilà, les changements qui vraiment les plus gros changements qu'il pourrait y avoir, là-dessus et puis un suivi, alors, bah, c'est pas un changement parce que ça a toujours été plus ou moins, un suivi financier important sur ma structure pour pouvoir avoir, une visibilité et surtout donc une liberté. Puisqu'il y a visibilité, il y a liberté. Ah j'adore. Je suis carrément je suis carrément alignée avec cette phrase-là, enfin avec tout le reste, mais celle-ci je valide fort. Hem, Christelle, pour celles et ceux, qui se reconnaissent dans ton parcours, qui, tu vois, qui sont un peu partout, qui voilà, qui sont ambitieuses, qui, ont des gros critères de réussite, mais qui sont un peu, à bout de souffle, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Qu'est-ce que tu penses qu'elles ont besoin d'entendre, de par, ton vécu? Alors j'allais dire, la première, j'aime beaucoup, les phrases qui viennent un peu toutes seules, c'est: «Faites une pause». Alors ça veut pas dire, arrêtez tout. C'est faire une pause parce qu'en fait, quand on est fatigué, quand on est à bout de souffle, on n'est pas bon dans les décisions, on n'est pas bon dans la stratégie, on s'essouffle en fait. Vraiment, en fait, on pousse, on pousse, on pousse, mais à un moment donné, ça va craquer. Alors ça va pas forcément craquer comme moi j'ai craqué, mais ça va craquer parce que on perd le plaisir dans ce qu'on a mis en place pour ça. Donc c'est faire une pause. Peut-être que c'est une journée par semaine qui est que pour vous. Ça vous c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, hein, ça vous empêche pas de travailler. Mais il y a pas de rendez-vous téléphonique, il y a pas de visio, il y a pas de rendez-vous physique, il y a pas de choses professionnelles prises de tête. Il y a ce que vous aimez faire. Si par exemple, à un moment donné, vous vous êtes détendu parce que vous faites un support Canva, et ben, vous faites un support Canva pour cette journée-là et vous serez satisfaite parce que vous l'aurez faite. Vous aurez repris du souffle. En fait, c'est ça et ne pas oublier cette partie, aller marcher. Moi, je fais beaucoup de coaching en marchant. Quand le corps se met en mouvement, là, comme vous pouvez le constater, je suis debout. En fait, quand le corps se met en mouvement, le cerveau s'allège. Si vous avez besoin de reprendre du souffle, prenez votre téléphone, juste votre téléphone, pas des écouteurs. Non, non, votre téléphone, votre bonnet en ce moment parce qu'il fait un peu froid, vos baskets et vous partez une demi heure et à la limite, vous vous posez la question qui vous prend la tête en ce moment et vous partez. Pas de musique, pas de radio, rien et vous laissez. Vous tournez pas avec, cette question, juste vous marchez, vous vous concentrez à la limite sur vos pieds, le le contact des pieds sur le sol. Et vous verrez qu'à un moment donné, vous avez une idée. Vous prenez votre téléphone, vous mettez votre enregistreur et vous dites votre idée, sans chercher à bien faire les phrases, rien de tout. Vous lâchez ce que vous avez fait, vous éteignez, hop, vous continuez à marcher. Il y en a une autre qui va arriver, hop, vous reprenez, vous lâchez et vous faites comme ça. Pendant une demi heure, 3/4 d'heure. Vous revenez et vous réécoutez et vous verrez, c'est magique. Vraiment, c'est magique. Vous avez des idées que vous n'auriez pas eues si vous étiez resté derrière votre bureau et vous avez un souffle parce que déjà votre corps s'est mis en mouvement, l'oxygène est arrivé.
et l'oxygène pas que dans vos poumons, mais aussi dans votre cerveau et donc en fait, ça allège votre mental. Ça vous permet de reprendre du souffle et ça fait du bien. Mettez-vous cette petite routine, elle est c'est pas grand-chose. Ça fait du bien surtout une demi heure. Votre téléphone, pas d'écouteurs, vos baskets. Point. Formidable. Écoute, j'ai jamais testé, mais je me note bien ça précieusement parce que je pense effectivement que ça peut enfin, alors marcher, oui, mais marcher avec le téléphone sans écouteurs et cetera, ça non. Mais je me le note. Est-ce que Christelle, avant qu'on clôture cet épisode, est-ce qu'il y a une question, que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Alors, il y a un sujet qu'on a effleuré, et qui peut-être la question que j'aurais bien aimé que tu me poses, c'est sur l'aspect financier des entrepreneuses, leur relation à l'argent. Alors parce que c'est mon dada, ça fait, 35 ans maintenant que je suis, dans ce métier-là et que j'ai vu plein de choses. Quel que soit votre niveau d'entrepreneuriat, heu, on a une expression qui dit souvent: «C'est le nerf de la guerre», mais en fait, moi, le mot guerre me plaît pas Ouais, trop, bof. mais on va dire que c'est le fil conducteur. Vous avez votre alignement, votre idée qui est le plat principal, la finance, c'est le dessert, c'est la douceur, c'est ce qui va vous permettre de clôturer, en fait, tout correctement. C'est extrêmement important. Arrêtez, surtout mesdames les entrepreneuses, arrêtez de ne pas vous rémunérer. C'est extrêmement important. Même si c'est 1 000 € par mois, 500 € par mois au début, c'est pas grave. Faites ça de façon régulière et toujours suivez votre argent. C'est c'est votre liberté. Plus vous mettrez un cadre sur votre finance, sur vos finances, plus vous mettez un cadre sur vos finances, plus vous serez libre et plus vous pourrez créer tout ce que vous voulez. Voilà la question que j'aurais peut-être aimé que tu me poses. Eh beh, écoute, formidable et en plus, je suis assez d'accord parce que surtout quand on ne connaît pas, ces chiffres, il y a aussi tout le temps un peu cette forme de stress ou d'angoisse, de pression de: «Est-ce que je vais en faire assez? Est-ce que j'ai» alors que quand en fait, un petit tableau, quelques lignes, hop, le chiffre d'affaires qui va rentrer, les charges, hop, soustraction, hop, OK. Et ça permet, au-delà du pilotage, financier, je en tout cas, personnellement, je trouve, de venir aussi alléger la charge mentale, d'un point de vue financier. Ah mais c'est pas un peu, c'est beaucoup. C'est-à-dire Oui. que ça enlève du flou et la charge mentale, elle est beaucoup souvent en partie parce que, est-ce que je vais pouvoir payer? Est-ce que je vais pouvoir me payer? Est-ce que je vais pouvoir manger? Est-ce que je vais pouvoir parce que même si on est entrepreneuse, ce qu'il y a derrière, c'est sa vie perso. Mmh. Il y a pas de dissociation. Oui, 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 ça aussi, c'est un autre débat. On aurait pu avoir Oui. plein de débats dans le débat, mais on va on va On va s'arrêter s'arrêter là, là. en tout cas. Merci beaucoup, Christelle. Où est-ce qu'on Avec peut, plaisir. te retrouver si jamais on veut rejoindre, la clique des entrepreneuses? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, bah, sur LinkedIn, sur Insta, sur, Substack, je découvre ce réseau depuis quelques mois et j'adore, et j'ai un site web qui s'appelle laCliqueDesEntrepreneuses.fr. Super, beh, je mettrai tous ces liens dans, les notes de l'épisode. En tout cas, merci beaucoup Christelle pour, ta transparence et notre échange et puis, je te souhaite plein de belles choses pour cette année 2026. Merci beaucoup, plein de belles choses aussi à toi pour 2026. Profitons de cette année. Oui, surtout.